ça change tout, là. Oui, alors là, moi, le fou... Alors, la machine est lancée. Voilà. Donc ça tourne en même temps. Ah oui, ça tourne. La machine travaille, oui. On va commencer. Ah oui, moi, je suis prêt, hein. En 1987, Libération, dans un numéro hors-série, posait la question fatale. Pourquoi filmez-vous? Et moi, ils ne m'ont pas posé la question. J'ai remarqué. Donc, je ne sais pas, puisqu'ils ne m'ont pas posé la question. En 2009. Ah, en 2009, je peux dire. Non, mais je filme parce que je serais bien incapable de faire autre chose. Bah, bien sûr, je pourrais faire autre chose. Il y a plein de possibilités. On peut faire des choses dans la vie, mais je ne sais pas comment c'est arrivé, mais je me suis aperçu que la seule occupation valable que j'avais trouvée, c'était de faire des films. Si j'en avais trouvé une meilleure, j'aurais choisi l'autre, mais donc je ne me vois pas faire autre chose, et surtout je ne me vois pas m'exprimer d'une autre manière. J'aurais bien voulu, quand j'étais enfant, j'étais attiré par la musique, j'aurais aimé être musicien, mais ça ne s'est pas présenté, donc quand je me suis lancé dans le cinéma, quand j'ai commencé à faire des films, en fait j'ai fait un cinéma très musical. Donc comment dire, j'étais frustré de ne pas faire de la musique, et en fait, donc je me suis rattrapé en faisant ce cinéma, à mon avis, très musical. Quels sont les cinéastes, les films qui vous ont accompagné quand vous avez commencé à filmer? Question impossible à répondre, parce que c'est justement ce qui m'a intéressé, ce qui m'a fasciné dans le cinéma, c'était tout le cinéma. C'est-à-dire aussi bien le cinéma muet, les films de Dreyer, les films d'Eisenstein, les films d'Abel Gans, les films de L'Herbier, de Jean Epstein, et bien d'autres. Ça m'a beaucoup impressionné, et ça m'a beaucoup donné envie de faire du cinéma. Mais en même temps, j'étais très attiré par le cinéma américain des années 30, 40, 50. J'ai été attiré en fait par toutes les formes de cinéma. Ah oui. On joue le jeu, hein, Oui, bien sûr. de l'ambiance, ça fait partie de la vie. C'est marrant, c'est ça bouge. Voilà, c'est reparti. Alors, donc, je reprends peut-être depuis le début, par rapport à la question, pas la dernière question, par rapport où ça sera coupé, je peux continuer après le cinéma muet. Continue après, c'est D'accord. Donc, oui, donc j'étais très attiré par le cinéma américain des années 30 à 50, par cet âge d'or du cinéma hollywoodien, mais en même temps j'étais très fasciné par toutes sortes, par beaucoup de cinématographie. Je m'intéressais beaucoup aussi au cinéma français des années 50, mais pas seulement les chefs-d'œuvre de Bresson ou de Tati ou les films de Melville, qui évidemment étaient des choses qui m'émouvaient, qui me donnaient beaucoup d'émotions. Mais je m'intéresse aussi, par exemple, aux nanars du cinéma français des années 50, à ces films un peu fauchés enfin, quand on les voit avec du recul, on s'aperçoit qu'ils nous révèlent plein de choses sur l'époque
de leur tournage. Bon, voilà, et puis j'ai été aussi très comment dire, formé par les films des nouvelles vagues. Je ne parle pas de la nouvelle vague en particulier, bon, évidemment la nouvelle vague, des films, surtout les films de Godard, de Romer, de Rivette, mais aussi le cinéma nouveau brésilien, la nouvelle vague tchèque, la nouvelle vague, enfin, les nouveaux réalismes plutôt tchèques, polonais avec les films de Vaida, ce nouveau réalisme aussi en Hongrie, avec plein de cinéastes passionnants comme Marta Mészáros. C'était pourtant plutôt des films narratifs. Ah oui, bien sûr. Et puis je dirais aussi, j'aimais beaucoup aussi le cinéma soviétique, le cinéma commercial soviétique. Mais en même temps, il y avait des poètes du cinéma dans ce cinéma-là, des gens comme Barajanov, par exemple. Donc en fait, je me suis intéressé un peu à toutes les formes de cinéma et en même temps aussi aux avant-gardes, quand j'ai découvert certains cinéastes comme Michael Snow, comme Gregory Markopoulos aux États-Unis, ou Jonas Mekas, ou Andy Warhol. Tout ça, c'est un ensemble qui m'a donné toutes les bases et qui m'a donné envie de faire des films, qui m'a encouragé à faire des films. C'est-à-dire que j'ai aimé ces films de ces cinéastes-là et je me suis dit... je me suis dit, bon, bah, allons-y. Il y a eu des choses tellement extraordinaires en cinéma que, bon, voilà, il faut se laisser verser, il faut se laisser porter. Et donc, avec toute cette nourriture cinématographique, on doit arriver à faire quelque chose, des choses qu'on a en soi, on doit arriver à les faire sortir. Et donc, avoir vu beaucoup de films était, à mon avis, pour moi en tout cas, était un avantage, parce que si je n'avais pas été cinéphile, je pense que j'aurais jamais fait de cinéma. Ça, j'en suis persuadé. Ah bah tiens, peut-être la caméra, elle pourrait filmer là, peut-être. Ah oui. Puis à chaque fois, la table tremble. Voilà. C'est pas simple. Il faut demander peut-être à monsieur Joseph Morder, parce que lui, souvent, il a été professeur à la FEMIS. Non, j'ai pas été professeur. Ah oui, vraiment? Si, tu étais intervenant. J'étais intervenant, mais c'est pas être professeur. Oui, d'accord, mais... Parce que c'est compliqué, parce qu'il y a beaucoup de monde, il doit y avoir au moins 300 personnes pour 8 places, c'est ça? Et en réalisation, vous voulez dire? Oui. Eh ben, en réalisation, il y a à peu près 500 personnes pour 6 places. Ah ouais. 500 personnes. C'est la moitié des candidats. La FEMIS, il y a à peu près 1 millier de candidats par an, tout secteur confondu. Et la réalisation, c'est carrément la moitié. Quoi. Ah ouais, donc il va falloir être assidu. Je suis correcteur, mais c'est anonyme. Correcteur? Ah oui. Je ne suis pas achetable. Pas de nom. Ah non, moi, je suis... Moi, caméra, faut pas le dire. Moi, je suis achetable. Hein. Je suis achetable. Je suis jetable, mais pas achetable. Comment on dit? J'ai honte et je te hante. J'ai pas honte et je te hante. C'était la petite phrase du jeu. Voilà. Et C'est commencé là? Non, non, vous semblez avoir du temps. Ah bah moi je suis prêt, hein, je peux répondre aux questions. Hein. Ah, très bien. Ok, bon, bah on va commencer. Comment ça marche ça? De toute façon, rassurez-vous, tout vous semblera plus facile après être passé par nous deux. Donc je suis actuellement avec Gérard Courant et Joseph Morder pour la rencontre des journaux filmés. Et donc on a eu l'occasion de voir Borgogna, que j'ai trouvé très différent. Monsieur Gérard Courant, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur votre technique de filmer avec un téléphone portable? C'est pas commun et je sais qu'il y a un festival du court-métrage par téléphone, mais du coup je crois que c'est la première fois que j'en vois un. Et j'ai... Attends, on va recommencer parce que... Je suis désolé. Non, mais ça c'est... Faut que je canalise en fait et... Non, mais attends, je vais arrêter de filmer. Je me fais engueuler en fait.
vécu entre l'âge de 3 et 12 ans en Équateur. Et je suis venu en France donc à l'âge de 12 ans. Et c'est une époque, pour moi, bénie pour le cinéma, surtout un certain cinéma hollywoodien, puisque très petit, ma mère m'emmenait voir des films à l'âge de 3 ou 4 ans. Alors, je pense que c'était peut-être pareil en France à l'époque, un enfant de moins de 10 ans qui allait au cinéma, c'était pas très bien vu. Hein, ça se faisait pas, surtout dans un pays où il y avait une grande influence de la religion catholique, donc une certaine bourgeoisie. Donc voilà, et ma mère était passionnée de cinéma, donc à l'âge de 3 ou 4 ans, elle m'emmenait dans un cinéma qui était à côté. Et assez rapidement, j'y suis allé tout seul. Et le propriétaire de ce cinéma me laissait entrer gratuitement. Alors je voyais tout, c'est-à-dire même les films interdits au moins de 18 ans. Et c'est comme ça que je me souviens, c'est sûrement ça. J'ai pris le livre d'ailleurs de Bergala qui est écrit là-dessus. J'ai sûrement vu Monica de Bergman à l'âge de 3 ou 4 ans, parce que je me souviens de gens un peu nus dans une crique en ombre chinoise. Je vais revoir le film, je suis sûr que c'était ça. Je me souviens de certaines dames qui dansaient le French Cancan dans un théâtre, je pense que c'était French Cancan de Renoir. Je me souviens d'un monsieur qui jouait tennis sur une plage, c'était sûrement les vacances de Monsieur Hulot. Donc voilà, je voyais tout comme ça, sans aucune discrimination. Alors, moi, aussi loin que je me souvienne, je n'ai pas voulu être, comme beaucoup de petits garçons de mon âge, pompier, infirme, vétérinaire, enfin tous les métiers que veut faire un petit garçon de cet âge-là. Moi, c'était tout de suite la mise en scène, voilà. C'était clair. Et alors, est-ce que c'est parce que ma mère m'emmenait voir ces films que ce propriétaire de cinéma, qui je dois beaucoup, me laissait entrer gratuitement? Donc je me suis fait, malgré moi, une sorte de cinéphilie très tôt. Et tout de suite, c'était inscrit, je voulais faire des films. Voilà. À l'époque, c'était les gens qui avaient des caméras à domicile étaient beaucoup plus rares. Hein, c'est devenu plus tard. C'était plutôt, j'ai des photos. Je n'ai pas été filmé avant l'âge de 15 ans, à ma connaissance. Donc peut-être ce manque d'image de moi enfant et aussi le fait que ma mère, bon, ma famille est juive, donc était déportée, que j'ai aucune image de ma mère enfant, fait que je filme peut-être pour remplir ce manque. Alors bon, en tout cas moi je sais que c'était, j'appelle ça une vocation, c'est-à-dire que c'était clair depuis le début. Il y a juste à un moment donné, j'ai hésité entre être acteur ou metteur en scène, voilà. Et puis un jour j'ai vu un film de guerre où Errol Flynn jouait, il pilotait un avion. Et je demandais à ma mère, mais maman, est-ce qu'il faut savoir piloter un avion pour être acteur? Elle m'a dit oui, alors j'ai dit je ne serai pas acteur. Alors voilà, donc ça s'est précisé dans ma tête, et donc c'était clair, je voulais faire de la mise en scène. Donc voilà, c'est venu comme ça. Alors pour ce qui est du journal filmé, c'est autre chose, parce que déjà la question me tarabustait, j'étais un petit garçon torturé, je pense qu'en fait tous les petits garçons sont torturés. Et voilà, toutes les petites filles aussi. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment, ceci dit, j'ai un très bon souvenir de cette période. Et je me demandais déjà, est-ce que je ferais des films qui racontent ma vie ou qui ne racontent pas ma vie? Et je me souviens très bien, j'étais dans le bus pour aller à l'école, vers l'âge de 11 ans, je me posais très sérieusement la question. Et en fait, je n'ai eu qu'une sorte de réponse qu'il y a très peu de temps, je pense que c'est un peu entre les deux. C'est-à-dire que c'est l'histoire de la fiction, du documentaire, du faux, du vrai, parce que, bon, évidemment, j'ai continué à voir des films qui étaient essentiellement des films hollywoodiens, parce qu'on ne voyait quasiment que ça à l'époque, mais ceci dit, il y avait aussi quelques films français, qui n'étaient pas tous des chefs-d'œuvre. Il y en a un qui m'a beaucoup marqué, c'est Nana de Christian Jacques, avec Martine Carole, parce qu'il y a une séquence où Martine Carole descend un grand escalier avec une robe rouge à la fin qui m'a beaucoup marqué. En fait, c'est la fin du film, où elle meurt. Et plus tard, quand j'ai fait un film qui s'appelle L'Arbre mort, qui est inspiré d'Écrit sur du vent de Douglas Sirk, par le titre. Je trouve que c'est un des plus beaux films de Joseph, d'ailleurs. Merci, moi, c'est un de mes films préférés. Vraiment. Et ça, il y en a deux, trois que j'aime bien, mais on ne pensait pas dire que c'est des grands films. Mais voilà, donc le personnage dans L'Arbre mort porte une robe rouge tout à la fin du film. Alors ce sont ces films-là, j'ai été très influencé par la trilogie des Sissi, avec Romy Schneider. Je dis très sérieusement, c'est-à-dire, voilà, il faudrait que j'analyse ça aussi avec un psychanalyste, peut-être un de ces jours, mais ça m'a beaucoup marqué. Et en même temps, j'allais voir, j'ai vu sans le savoir, évidemment, je ne savais pas que c'était des grands metteurs en scène, bah, j'ai vu Écrit sur du vent, j'ai vu sans doute Le Secret magnifique, j'ai vu Un Américain à Paris de Minelli, Gigi, et je me construisais, comme je n'habitais pas en France, je me construisais une image de la France totalement idéalisée, avec au centre
un personnage qui pour moi incarnait la jeune fille française idéale, qui était Leslie Caron. D'ailleurs, il paraît qu'elle a un restaurant à Villeneuve-sur-Yonne. Donc voilà, donc ce sont des personnes comme ça, et comme par exemple Jacques Tati était pour moi le monsieur français typique, et ça m'a beaucoup amusé d'apprendre plus tard qu'il s'appelait en réalité Tatchev. Donc voilà, ça me disait beaucoup de savoir que le français typique était en réalité un russe. Donc ça a ajouté à ce côté cosmopolite que j'ai toujours aimé en France. Et peu à peu, bon après je voyais aussi des films soviétiques, je me souviens d'avoir vu La mer de Mark Donskoy, parce que c'était un film en couleur. Je ne sais pas pourquoi il y avait d'un seul coup des films soviétiques alors qu'on était en pleine guerre froide. Peut-être que c'était une époque où je sais qu'à ce moment-là, Fidel Castro venait d'arriver, qu'on pensait que l'Équateur serait le nouveau Cuba. Alors peut-être qu'il y avait quelque chose comme ça, je ne sais pas. Il y avait un président qui était un petit peu anti-impérialiste. Et c'est en France, en fait, que j'ai découvert la nouvelle vague, évidemment les films de Godard, de Truffaut, et tout ça s'est lié dans ma tête. Et évidemment, j'ai découvert d'abord un film qui m'a beaucoup frappé, qui est un film de Marcel Hanout qui s'appelle Octobre à Madrid, qui est un journal filmé que j'ai vu à la télévision à l'âge de 16 ans. Donc ça m'a donné l'envie de... Je ne filmais pas encore, hein, mais je me suis dit, là, peut-être quand j'aurai ma première caméra, je pense que je filmerai d'abord mon quotidien, sans avoir peut-être l'idée en tête que ce serait un journal filmé. Voilà, et peu à peu, ça s'est construit comme ça. J'ai résumé très grossièrement, parce qu'il y a évidemment beaucoup d'autres détails qui entrent en jeu. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été dites et on reviendra sur ces choses. Je pense que maintenant il faudrait que le filmeur parle. Je peux le filmer. C'est-à-dire que notre ami Gérard nous parle un petit peu de son propre itinéraire. Mais il peut le faire tout en filmant d'ailleurs, hein, je pense. Regarde-moi là. Oui. Donc là, tu viens de prendre le goûter. Oui, oui. Et qu'est-ce qu'il y avait alors? Qu'est-ce qu'il y avait au goûter alors? Qu'est-ce que tu as bu? Du chocolat, puis un chocolat et puis une madeleine. Et tu pouvais en prendre plus de madeleine si tu voulais. Oui. Et elles sont grosses quand même? Oui. Ah d'accord. Donc, mais tu les trempes pas dans le chocolat, tu les Non, à part. on les Quoi. mange comme ça. Et il y a toujours une infirmière avec vous ou pas là? Ah non, il n'y a pas d'infirmière. On Ah bon? sert, on dépose, et puis elle retourne dans la cuisine. Et les gens donc ils parlent de temps en temps, ils te parlent quand même quoi. Ah oui, on se parle un peu, mais assez peu. Les gens viennent pour consommer ça et puis ils se rendent compte. Mais en général, qu'est-ce qu'ils parlent de tout et de rien quoi, Oui, de choses. voilà. Ouais, oui. Parce que ça ne mérite pas d'être répété. Oui, oui. Le 29 mai 2009, le président revient avec des hamburgers pour toute son équipe. Les hamburgers, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de sandwich avec du beefsteak haché au milieu. Et c'est un truc rond, un sandwich rond, tu sais. Alors on voit, il y en a un bon sac, un gros sac. Toi, tu n'aimes pas ça. Hein. Ça te dérange pas que je filme là? Si, ça me dérange. Le droit à l'image. Ah bah. Le droit à l'image. Oui. Bah, j'ai pas le droit d'image là. Si tu me donnes l'autorisation. Oui, c'est tout évaluement. Ah, tu te souviens que je t'avais filmé là il y a presque 5 ans, Oui. où je t'avais filmé avec les cartes postales de Lyon, tu parlais de... À chaque fois je te montrais les cartes postales et tu parlais de Lyon. Ah bon? Tu t'en souviens pas de ça? Non. La dernière fois que je suis allée à Dijon, j'ai regardé un livre. À Lyon tu veux dire? Sur Lyon, non? Ah oui, dans la roseraie. Oui. Et c'était beau comme livre? Oh, bah. Il y avait des belles photos quoi. Oui, et puis c'était des choses de Lyon, quoi. Non mais c'est des photos en noir et blanc, c'est ça? Oui, De très belles photos. oui. Non mais si elles sont pas belles, tu le dis quoi. Je passe à son course pour Monaco. Est-ce que tu veux que Sylvie, avec Bastien et Simon, viennent te voir à Noël à la roseraie? Alors, Oui, non mais ils couchent à l'hôtel, tu sais très bien. Ça t'intéresse ou pas? malheureusement, je ne sais pas si je serai bien. Bah, attends, d'ici là, tu penses bien, c'est dans 2 mois. Hein. Ben oui. Tu veux pas qu'ils viennent te voir? Si, Bah alors?